Face à un serpent, l'affrontement ne prend jamais une seule forme. Selon l'animal qui lui fait face, la même menace peut provoquer une fuite, une défense immédiate ou une confrontation beaucoup plus directe. Taille, mobilité et moyens de défense modifient alors complètement la dynamique de la rencontre. Et lorsque deux animaux refusent de céder du terrain, certaines scènes prennent une tournure que même leur apparence initiale ne laissait pas prévoir. Même le cobra royal peut devenir une cible. Face à lui, un grand serpent ophiophage s'engage sans reculer devant sa réputation de prédateur et réduit progressivement la marge entre leurs corps. Les anneaux finissent par s'entremêler, transformant la rencontre en épreuve d'endurance. Pour certaines espèces spécialisées dans la chasse aux serpents, affronter un adversaire venimeux fait partie d'un mode de prédation auquel leur comportement et leurs adaptations sont étroitement liés. La scène renverse ainsi les rôles habituels dans la nature. Être un prédateur redoutable ne garantit pas de rester au sommet face à une espèce précisément adaptée à chasser ses semblables. À l'intérieur d'un arbre creux, un cobra se retrouve avec très peu d'espace autour de lui. Lorsqu'un groupe de mangoustes le repère, elles n'attendent pas qu'une seule d'entre elles prenne l'initiative. Plusieurs approches commencent presque simultanément. Le serpent répond défensivement, mais chaque réaction ne peut couvrir qu'une direction à la fois. Pendant qu'il se tourne vers une menace, une autre surgit déjà sous un angle différent. C'est précisément là que le groupe trouve son avantage. Les mangoustes combinent vitesse et coordination pour diviser l'attention du cobra et perturber son timing plutôt que de compter sur la puissance d'un seul individu. Face à plusieurs trajectoires successives, une défense efficace en duel devient beaucoup plus difficile à maintenir. Entre les roches d'un récif, les passages deviennent si étroits qu'une poursuite peut se transformer en piège pour les deux animaux. Un tricot rayé suit une murène jusque dans une crevasse, puis la saisit, tandis que leur corps se contorsionne entre les parois. Dans cet espace réduit, la force de la murène devient plus difficile à exploiter. Le serpent marin dispose au contraire d'une adaptation directement liée à ce type de proie. Les tricots rayés sont des chasseurs spécialisés de murènes, capables d'associer une morsure précise à un puissant venin neurotoxique. La crevasse n'est donc pas un simple décor. En limitant les possibilités de déplacement, elle favorise une stratégie spécialisée où la précision peut compter davantage que le gabarit. Sur un terrain découvert, un serpent indigo du Texas s'avance vers un crotale diamantin de l'ouest, déjà replié en position défensive. Pourtant, les signaux du crotale ne suffisent pas à le faire reculer. Le serpent indigo possède une combinaison d'atouts particulièrement adaptés à ce face-à-face. Un gabarit important, une grande puissance physique et une tolérance au venin qui réduit l'efficacité de l'une des principales défenses du crotale. Dès lors, la confrontation change de logique. Ce qui éloignerait de nombreux prédateurs devient ici beaucoup moins dissuasif, permettant au serpent indigo de poursuivre son approche et de miser sur sa persistance. Cette fois, aucune proie n'est en jeu. Sur son territoire, un cobra rencontre une mue récente laissée par un congénère. La peau est vide, mais les traces chimiques qu'elle conserve suffisent à signaler un passage récent.
Le serpent suit cette signature jusqu'à retrouver son origine. Lorsqu'il localise finalement l'autre cobra l'approche, jusque-là guidé par l'odeur, se transforme rapidement en confrontation. Les cobras peuvent exploiter les informations chimiques présentes sur une mue pour détecter la présence récente d'un autre individu. La faim n'est donc pas le seul déclencheur possible ici, une simple trace olfactive suffit à faire du territoire un enjeu. Sur les branches d'un arbre, un cobra en quête de nourriture repère une souris. Mais au lieu de se précipiter, il ralentit son approche et observe attentivement ses réactions avant de choisir le moment d'agir. Une seule morsure suffit, puis le serpent se retire tandis que la souris tente de s'éloigner. Cette prise de distance fait partie d'une stratégie courante. Chez de nombreux serpents venimeux, le venin agit après la morsure, sans imposer un contact prolongé avec une proie capable de se défendre avec ses dents ou ses griffes. Dans ce type de chasse, l'hésitation apparente n'est donc pas une faiblesse. Attendre intervenir au bon moment, puis se retirer, permet de limiter les risques tout en conservant l'efficacité de l'attaque. À la poursuite de petites grenouilles, une couleuvre rayée progresse sans percevoir qu'elle vient de franchir une limite invisible. Son attention reste fixée sur sa propre chasse, alors qu'un autre serpent spécialisé dans la capture de ses congénères occupe déjà ce territoire. L'embuscade survient avant qu'elle puisse anticiper la menace. Chez les espèces ophiophages, la surprise joue un rôle essentiel. Profiter d'un rival distrait permet de prendre une position favorable et de maintenir l'avantage sans dépendre d'une longue poursuite. La couleuvre était entrée dans cette zone comme prédatrice. Elle y découvre que savoir chasser ne suffit pas toujours lorsqu'un autre chasseur l'a déjà repérée. Au cœur d'une grotte, l'obscurité efface presque entièrement les repères visuels. Des serpents prennent position le long des parois et du plafond, tandis que les chauves-souris empruntent passage après passage les mêmes couloirs aériens. Ils n'ont pas besoin de poursuivre leur cible. Ils attendent qu'une trajectoire les amène suffisamment près pour intervenir. Dans cet environnement, les vibrations, les déplacements d'air et la régularité des passages deviennent des informations essentielles. Les serpents spécialisés dans cette chasse peuvent ainsi exploiter les habitudes de vol des chauves-souris plutôt que dépendre principalement de la vue. L'obscurité cesse alors d'être un handicap en suivant le rythme de la grotte. Ces prédateurs en font une partie intégrante de leur stratégie. Face à un serpent roi plus imposant, un serpent à collier prend pourtant l'initiative. Il s'avance mort avec précision et maintient sa prise, tandis que les deux reptiles s'entremêlent dans un échange bref mais intense. Sa stratégie repose sur un venin modéré associé à des morsures ciblées généralement utilisées pour maîtriser de petits reptiles. Le serpent roi dispose lui d'un gabarit supérieur et de la constriction des atouts, qui deviennent surtout efficaces lorsqu'il parvient à retrouver suffisamment d'espace pour les exploiter. Cette confrontation rappelle qu'entre deux prédateurs, la réputation ou la taille ne suffisent pas toujours. Le moment choisi,
Le placement et la manière dont les capacités de chaque espèce s'accordent à la situation peuvent peser davantage sur l'issue. Dans les herbes ou sous une couche de feuilles mortes, la vipère de Russell peut rester parfaitement immobile, jusqu'à ce qu'une proie s'aventure suffisamment près. Son camouflage et cette longue attente lui évitent d'avoir à poursuivre sa cible. Puis tout se joue en une fraction de seconde. La vipère combine une attaque extrêmement rapide à un puissant venin hémotoxique, ce qui rend une seule morsure particulièrement dangereuse pour ses proies, mais aussi pour l'être humain. Sa réputation ne repose donc pas sur une agressivité permanente. Elle vient surtout de l'efficacité d'une stratégie où immobilité, dissimulation et venin permettent aux prédateurs d'attendre que la distance se réduise d'elle-même. Le taipan du désert n'a cette fois presque rien à attendre. Lorsqu'une souris accompagnée de ses petits apparaît sur son passage, il intervient immédiatement, puis se retire avant qu'une défense puisse réellement s'organiser. Cette rapidité est rendue possible par un venin extrêmement puissant. Après la morsure, maintenir longtemps le contact n'est pas nécessaire. Mais la chasse ne s'arrête pas à la capture. La taille d'une proie et les risques liés à sa manipulation peuvent encore déterminer si elle représente réellement une occasion intéressante. Chez le taipan, agir vite n'empêche donc pas une autre forme de sélection. Toute proie accessible n'est pas forcément une proie avantageuse. Sur le sable brûlant du désert, un crotal cornu se déplace par rapides impulsions latérales. Cette locomotion particulière lui permet d'avancer sur un sol meuble, tout en limitant les parties de son corps exposées à la surface surchauffée. Il ne s'agit donc pas simplement d'aller vite. Le déplacement latéral rend la progression plus efficace dans un milieu où chaque contact prolongé avec le sable représente une contrainte supplémentaire. Chez les Sidewinders, cette adaptation permet de parcourir les dunes chaudes sans accumuler inutilement de chaleur. Dans un environnement aussi extrême, l'efficacité du mouvement peut compter davantage que la vitesse pure. Pour le serpent-tigre, la chasse ne dépend pas uniquement de ce qui est visible. En avançant lentement, il fait constamment entrer et sortir sa langue, recueillant dans son environnement des traces laissées par le passage d'une proie. Ces informations chimiques lui permettent d'en suivre la présence et d'orienter son approche avec précision même lorsque la vision joue un rôle limité. Le serpent-tigre s'appuie ainsi largement sur la chimioréception et d'autres signaux sensoriels pour localiser ses proies. Son environnement ne se lie donc pas seulement avec les yeux, il laisse des indices invisibles que ce prédateur est capable d'exploiter. Sous une racine, le rythme du récit change complètement. Un python reste enroulé autour de sa ponte non pour capturer une proie, mais pour protéger les œufs durant leur développement. Pendant cette longue période, son propre corps forme une barrière contre les charognards et contribue à maintenir des conditions thermiques plus stables. Chez certains pythons, ce comportement de couvaison maternelle peut se prolonger malgré un jeûne important.
L'énergie habituellement consacrée à se Ça nourrir tarde pas est alors longtemps. investie dans la génération suivante. Une stratégie coûteuse à court terme, mais directement liée aux chances de survie de la descendance. À l'abri dans la végétation, le boa constricteur peut attendre qu'une proie vienne elle-même réduire la distance. Une saisie rapide suffit alors à engager ses puissants anneaux, sans dépenser l'énergie qu'exigerait une longue poursuite. Son régime alimentaire reste toutefois adaptable. Les proies à sang chaud occupent une place importante, mais certains reptiles peuvent également être capturés lorsque leur taille et le coût énergétique de la chasse rendent l'occasion intéressante. Cette souplesse alimentaire constitue un véritable atout écologique plutôt que de dépendre d'une seule catégorie de proies. Le boa peut ajuster son régime aux ressources disponibles et aux conditions de son habitat. Derrière ces affrontements se cachent des comportements très différents. Certains serpents attaquent pour se nourrir, tandis que d'autres cherchent avant tout à se défendre ou à échapper à une menace. Dans chaque cas, leur réaction dépend de l'espèce de leur capacité et des conditions de la rencontre. Ces scènes rappellent ainsi que la prédation comme la défense répondent au même besoin fondamental, préserver suffisamment d'énergie et rester en vie dans un environnement où chaque interaction peut avoir un coût.